Mon intervention en seconde lecture vous épargnera les grands dégagements sur les équilibres budgétaires, largement analysés lors des précédents débats. Elle portera donc sur des points précis, après avoir souligné néanmoins l'effort du gouvernement pour ne pas peser trop lourdement sur la baisse de la dépense et de l'action publique pour réduire les déficits de 3,6 milliards d'euros supplémentaires, ce qui n'est évidemment pas sans conséquence sur les activités et les acteurs économiques mis à contribution pour ce faire. Lors de nos discussions en première lecture, 2 mesures importantes ont été intégrées. La première est l'augmentation de la taxe sur les surfaces commerciales de plus de 2500 m². Cette mesure vise à lutter notamment contre l'artificialisation des terres. En effet, bien trop souvent, des terres agricoles se transforment en zones commerciales, ce qui freine le développement de la prometteuse agriculture périurbaine, favorise le grignotage inexorable d'espaces naturels, de respiration et d'agrément et représente une consommation excessive d'espace. Autre effet de cette nouvelle mesure, sans doute la plus importante pour le gouvernement, une recette de plus de 200 millions d'euros venant corriger l'effet d'aubaine qu'a constitué le CICE pour la grande distribution et qui seront bien utiles, ces 200 millions d'euros, au budget de l'État. Je pense notamment au financement du nouveau fonds d'investissement destiné aux collectivités locales, notamment les 200 millions d'euros supplémentaires en faveur de la dotation des territoires ruraux. La seconde mesure est relative à l'application du droit commun aux sociétés autoroutières en ce qui concerne la déductibilité des charges financières, puisque lors de la loi de finances de 2013, un mécanisme de plafonnement de cette déductibilité des charges financières a été mis en place. Mais seules les sociétés d'autoroutes avaient été exemptées de cette obligation. Cet avantage injustifiable, devrait donc disparaître avec ce projet de loi de finances rectificatif. Je dis devrait car il ne m'a pas échappé que le Sénat a supprimé ces dispositions, faisant au passage peu de cas des considérations d'équité fiscale, d'entretien et de développement des infrastructures de transport et de lutte contre le changement climatique. Un dernier exemple des décisions incompréhensibles prises par la majorité de droite au Sénat, il s'agit de la suppression de la non-déductibilité de la taxe systémique due par les banques. Cette mesure est pourtant de bon sens et en phase avec l'attente de la majorité de nos concitoyens, en phase également avec le discours du Bourget du candidat Hollande. Elle vise à mettre fin à la règle implicite qui veut que ce soit les contribuables qui paient pour les erreurs des banques. La contribution des banques au Fonds de résolution unique européen ne doit pas être supportée par le contribuable, mais uniquement par la banque elle-même. En effet, c'est seulement en mettant les banques face à leurs responsabilités que nous pourrons changer, peut-être, j'espère, leur comportement et les rendre plus prudentes face à la spéculation. Mais il me semble que si la finance n'a pas de visage, elle a un porte-voix, la droite parlementaire. Loin de tirer les enseignements de la crise, en partie due à une impunité accordée jusque-là au secteur bancaire, l'opposition propose de soustraire les banques aux conséquences des risques qu'elles font courir à l'ensemble de l'économie et de la société. C'est regrettable. Les écologistes porteront des amendements visant à rétablir ces mesures essentielles. De surcroît, suite au débat ayant eu lieu hier en commission, nous présenterons un sous-amendement visant à étendre la taxe sur les surfaces commerciales aux établissements de stockage pour la vente à distance, afin que chacun soit soumis aux mêmes règles et que la concurrence reste libre et non faussée. Nous proposerons également la suppression de la mise en place d'un système fiscal dérogatoire pour les institutions organisant les grandes compétitions sportives internationales. Nous savons que cet engagement a été pris par l'ancienne majorité afin que la France puisse accueillir la Coupe d'Europe de football en 2016, mais ce pied dans la porte a malheureusement conduit le gouvernement à prolonger ce dispositif. J'ai interpellé le ministre des Finances lors des questions au gouvernement la semaine dernière pour montrer combien cette mesure affaiblissait notre pays dans sa volonté de mettre fin à l'optimisation fiscale agressive et aux ententes fiscales. Il ne s'agit pas d'une exonération exceptionnelle, car l'UEFA et d'autres organisations de compétition internationale font valoir ce dispositif comme un principe universel, certes qui voyage de pays en pays, mais qui se proroge de compétition à compétition et bénéficie donc à toutes les manifestations. Il est temps de dire non au chantage et aux ententes fiscales. Le G20 s'est engagé sur le programme de lutte contre l'érosion et la base fiscale établie par l'OCDE. Même le Royaume-Uni a annoncé la mise en place d'une taxe sur les bénéfices détournés. Le mouvement est en marche. Restons, nous aussi, à la pointe du changement et abandonnons ces mesures de concurrence fiscale.
Enfin, nous soumettrons également à cette Assemblée une mesure visant à maintenir l'attractivité des zones franches urbaines pour les PME. La création d'emplois doit être notre premier objectif, notamment dans les zones aujourd'hui les plus touchées par le chômage. C'est comme toujours, avec le souci d'être constructif, que nous abordons cette seconde lecture du projet de loi de finances rectificatif et que nous souhaitons, dans ces temps difficiles, apporter notre pierre à la redynamisation de notre économie et de l'emploi. Je vous remercie.